Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par TEA Sered, spécialiste de l'assurance des voitures de prestige et de collection depuis plus de 60 ans. Et nous sommes heureux de vous faire bénéficier d'une offre spéciale qui vous est réservée. Pour la découvrir, il suffit de les appeler de notre part ou de cliquer sur le lien en description. Vous trouverez aussi leur téléphone. Nous les remercions. Alors aujourd'hui, il y a des voitures comme ça qui, dès que vous les voyez, elles vous donnent la banane, elles vous donnent le sourire, on est content, c'est joyeux. C'est le cas d'une Alfa Speeder de Leeds. Salut Alexandre. Bonjour Renaud, bonjour POA. Tu vas bien? Ouais, quand on fait encore une nouvelle Alfa dans POA, on en a déjà fait quelques-unes, c'est sympa. Ouais, surtout celle-là qui est à la fois, tout le monde l'a en tête, oui. Et puis elle est évidente. Voilà, tout le monde a, j'allais dire, peut-être un souvenir où on a croisé, puis on les connaît pas forcément bien. Là, on a une dernière génération, hein, c'est la quatrième génération. C'est la quatrième série qui est arrivée très tard, 1990 jusqu'en 1994. C'est une voiture qui, globalement, dans l'essentiel de sa conception, carrosserie, moteur, boîte, tout ça, remonte à 1966, puisque c'était la présentation du Speeder Duetto à l'époque, qu'on a aussi appelé os de sèche, du fait que la partie arrière était arrondie. Elle a perdu ça en 69 où on l'a taillé droit. Donc ça, c'est la quatrième de la lignée. Il y a beaucoup de débats entre les fans, hein, suivant les générations. Ouais. Celle-là, on disait pendant longtemps, elle avait été un petit peu boudée, puis là, elle revient en force, comme toujours, la nostalgie. Oui, il y a la nostalgie, parce que bon, c'est vrai que pendant longtemps, les puristes, les collectionneurs d'Alfa prenaient plutôt les premières ou les deuxièmes séries, parce que on est encore sur les pare-chocs en inox, le tableau de bord plus classique. Bon, là, on a... Le compromis, on le voit un peu à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une modernisation par la planche de bord, bon, qui est un petit peu dans le style de l'Alfa 33 par exemple à l'époque. C'est vrai que c'est peut-être pas la plus belle planche de bord des 4 générations de Speeder Alfa, parce vu que la voiture aujourd'hui on la voit comme une voiture classique, on aimerait avoir une planche de bord un peu plus classique. Bon, mais à part ça, le retravail de la partie arrière était assez réussi, parce que il y avait cette volonté, vous vous souvenez qu'il y avait la berline Alfa 164, qui avait un bandeau très fin comme ça, dessiné par Pininfarina, et donc ils ont demandé à Pininfarina de refaire un arrière qui aussi signe un petit peu le reste de la gamme. L'Alfa 33 avait un bandeau comme ça aussi en entrée de gamme, etc. Donc à la fois, on enlève le béquet aérodynamique des 3e séries qui était un petit peu lourd, et on revient à quelque chose d'assez pur et moderne, mais finalement... Qui fonctionne. C'est pas évident de retoucher une voiture 30 ans après pratiquement sa sortie. Donc ça, Pininfarina a réussi à le faire. Pour information, elle s'est vendue aux États-Unis, hein, comme les. C'est beaucoup vendu aux États-Unis d'ailleurs. Comme les X19. Enfin, il y avait un marché là-bas, donc on peut en trouver, j'imagine. C'est énormément même vendu aux États-Unis, plus qu'en Europe, surtout dans ces dernières versions. Et par curiosité, je regardais les chiffres de vente. On va faire un petit coucou à Julien Lombard, qui est un grand auteur. Qu'on voit souvent dans Auto Rétro. Ouais, voilà. Toutes les voitures italiennes. Bonjour Julien. Auto Forever, qui édite une collection de livres vraiment de référence, pas que sur les Alfa, sur les BMW, sur les Porsche, etc. Et l'avantage, c'est qu'il y a un vrai travail d'archives, parce que ce travail a été fait avec les archives d'Alfa Romeo, du constructeur. Vous pouvez trouver les chiffres de production, par exemple, par modèle, par année, les ventes par pays. Enfin, c'est une bible d'informations. Alors, et là, les résultats sont officiels. C'est vraiment des chiffres officiels. Donc, il y a eu un peu plus de 120 000 speeders faits jusqu'à toute génération confondue, et un peu plus de 20 000 sur cette dernière série. Donc, c'est pas la plus produite des 4 séries, mais c'est pas mal. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur seulement 4 ans, 20 000 sur 4 ans, donc ça fait 5 000 par an. C'est la même moyenne que les versions plus anciennes, alors qu'en général, quand on arrive en fin de vie, les ventes s'effondrent et on tombe très bas. Et même la plus grosse année de production du Speeder, je crois que c'est 91, donc vraiment quand il arrive en concession, ils en ont fait 8 000 cette année-là, ce qui veut dire qu'il a eu un gros succès, mais notamment grâce aux Américains. Tu me disais, à l'époque, elle n'avait pas de concurrente. La NX5 arrive juste après. C'était le dernier Roadster 2 places qui était sur le marché. Exactement. Elle était le témoin du passé. C'est-à-dire que tous les constructeurs, bon, les marques anglaises avaient disparu, hein, les Triumph, les MG. Les Français s'étaient retirés du marché du cabriolet aussi. Hein, les 204 cabriolets, tout ça, il n'y avait pas de successeur. Il n'y avait pas encore la 206 cc. Hein, bon.
Et donc, il restait 2 survivantes en fait, on en discutait tout à l'heure. Il y avait la Fiat Speeder qui était toujours produite par Pininfarina sous le nom de Speeder Europa puisqu'elle était plus vendue par Fiat. Et il y avait le Speeder qu'Alfa n'a jamais lâché et qui a toujours produit sur son nom, quand bien même c'était Pininfarina qui exécutait la partie carrosserie de la voiture. Mais donc le Speeder Alpha est resté au catalogue jusqu'en 1994 et a tiré sa révérence. Et c'est à peu près les années où derrière prennent le relais les Mazda MX-5, les Fiat Barchetta, la Z3 chez BMW pour donner le trio qui a relancé en fait ce marché du speeder de place. Voilà. Qui est toujours un signe de confiance dans l'avenir. Je trouve que quand les constructeurs sortent des roadsters, oui. Ça veut dire ouais, il y a un peu d'espoir. Voilà. Oui, parce que bon, c'est vrai que c'est des voitures de beau temps et de plaisir. Bon, voilà. Elles n'ont pas une grande utilité à part à nous rendre heureux, mais c'est quand même pas mal. Un mot qui est important avant que tu nous dises qu'il faut regarder, tu me disais cette 4e génération, elle plaît à un certain public parce que, tu me disais notamment celle-là, d'abord une injection et il y a la direction assistée. Et ça joue pour certains acheteurs d'aujourd'hui qui veulent, ça facilite les choses. Il y a 2 choses qui transforment la voiture. Vous savez que je suis utilisateur de coupé Bertone depuis bientôt 30 ans d'ailleurs. On a fait une vidéo dessus. Je crois que je l'ai acheté en 98 ou 99. Bon, là c'est une voiture qui tout de suite... Bon, on rebranche la batterie, on met la clé, elle démarre du premier coup parce que bon, il y a une injection, une pompe à essence électrique, donc il n'y a pas besoin d'amorcer le circuit d'essence. Alors que celle-là, quand elle n'a pas roulé pendant 1 mois ou 2, il faut pas mal de tours de démarreur pour faire revenir l'essence au carburateur. Voilà. L'injection est quand même très souple et très bien. Ils n'avaient pas mégoté parce qu'ils se sont payés quand même du Motronic, ce qui était le top du top de chez Bosch à l'époque. Hein. On avait la même chose sur une Porsche haut de gamme, donc il y a une très bonne injection sur les Speeder série 4 qui est très fiable. Et puis on a une direction assistée. C'est pas une voiture très lourde, mais c'est vrai que bon, dès qu'on fait de la ville ou du stationnement, c'est très agréable et elle est pas très assistée. Donc quand on est sur route, honnêtement, c'est une très bonne direction et la direction de cette voiture est très réussie. Elle perd le côté un peu lourde des anciennes générations. Donc voilà, c'est 2 choses qui modernisent beaucoup la voiture. Alors on te confie une mission pour en trouver une. Qu'est-ce que tu vas regarder en premier, sachant qu'il y en a partout en Europe aussi. Il y en a beaucoup, voilà. C'est une voiture assez facile, on va dire, à trouver, pas forcément aussi facile à acheter parce que elles ont quand même vieilli, même si elles vieillissent plutôt bien parce que il y a eu sans doute beaucoup d'améliorations sur la qualité des aciers, de la protection anti-corrosion, etc. Elles sont plus fiables que les premières séries, c'est ça que tu veux dire? Alors la fiabilité mécanique, non, parce qu'elles ont toujours été très fiables, mais par contre, elles vont moins avoir de problèmes de corrosion que les plus anciennes. Ça c'est sûr. Et puis elles ont 10, 15 ou 20 années de moins. Alors on va regarder quand même les sous-bassements, on le voit à l'image parce que difficile de vous le montrer comme ça. On va regarder les longerons sur le côté de la voiture, qui ne soient pas déformés, qui ne soient pas corrodés. Les longerons, c'est les 2 brancards qui tiennent un peu la partie avant. On va regarder les planchers qui peuvent aussi avoir des petits soucis de corrosion. Ça, c'est important. Si déjà tout ça en dessous, c'est en bon état, c'est un bon signe. À savoir aussi qu'en dessous de la voiture, d'origine, si elle est rouge, elle est peinte en rouge. Donc si vous avez une voiture qui a été repeinte tout en noir en dessous, peut-être c'est bien, c'est de la peinture anti-corrosion pour protéger, etc. Peut-être c'est parce qu'elle était un peu rouillée qu'on avait voulu l'embellir. Voilà. Néanmoins, même quand ça a bien vécu, même quand ça n'a pas trop de kilomètres, que ça a couché au garage, etc., vous aurez toujours par endroit des petits points de corrosion superficielle, mais pas méchants, sur des arêtes, sur des parties qui prennent beaucoup l'humidité, la condensation, etc. C'est pas très grave. La voiture vieillit pas trop mal. En général, elle a été pas trop mal utilisée, pas trop mal stockée. On trouve des pièces en stock, par exemple une aile, un rétro, tout ça, là, je vois, Alors, on trouve pas mal de pièces parce que bon, l'avantage, c'est que les Alpha étant à la fois utilisés, c'est une clientèle, je dirais, qui roule et qui fait du kilomètre, la clientèle Alpha traditionnellement. Et puis, il y a un marché de collection qui a toujours existé, par exemple sur les speeders, mais c'est vrai sur les coupés Bertone aussi. Donc, il y a beaucoup de pièces qui sont refabriquées, il y a un bon catalogue. Je te dis par exemple que juste à titre d'anecdote sur un autre speeder comme ça, le truc qui était introuvable pourtant paraît bateau à trouver, c'était le petit bouton qui commande les rétros électriques
parce que quand il marche plus, ben, on doit le remplacer et ce bouton aujourd'hui est introuvable. Mais voilà. Mais par exemple, tu as beaucoup de pièces, des pièces de carrosserie, tout ça, qui sont, je dirais, pour la partie avant, c'est la même que tous les autres speeders, en fait. Donc, en fait, il y a beaucoup d'interchangeabilité avec les générations précédentes. Donc, c'est pas trop un problème pour les pièces. Là, on a des pare-chocs un peu. On est déjà dans des pare-chocs modernes, effectivement, voilà. Ça se retrouve aussi, ça se répare, ça, parce que ça se répare. Parce qu'on voit bien que ça peut prendre des nions faciles et c'est souvent ce qui va, ça gâche la voiture. C'est vrai que c'est comme tous les plastiques pare-chocs peints modernes, etc. Bon, bah, si ça prend un petit choc, un carrossier, c'est le démonter, c'est le réparer, c'est le repeindre. Il n'y a pas forcément nécessité absolue. Mais tu n'as jamais envie de te garer derrière un gros SUV, tu te dis, il va me retourner là-dedans. Non. Il faut toujours essayer de la mettre en de même, souvent les speeders ont pris des petits coups ici. Les gens qui ont reculé sur le masque avant. Alors, cette génération-là a des pare-chocs assez proéminents, mais vous vous souvenez que les anciens, ils avaient juste 2 petites bananes comme ça, et cette partie-là était très, très exposée. Et souvent, elle a été plusieurs fois refaite en carrosserie, et elle est un peu épaisse. Et quand on mesure les épaisseurs de peinture, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'après en dessous, parce que elle a pris plusieurs fois des petites touchettes comme ça, et il a fallu refaire le masque avant. Donc la courbe ici, la qualité de la courbe, la finesse de l'arête, elle vous dit déjà aussi si la voiture n'a pas été touchée. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mesurer les épaisseurs de peinture pour avoir. Il y a des petits appareils automatiques. Des petits appareils qui ne coûtent pas très cher, voilà, qui fonctionnent en ultrason. Donc, ce qu'on va regarder sur la carrosserie, c'est aussi tout ce qui est baie de pare-brise. Parce que, comme toujours, on a une chose ici, c'est que ce qu'on appelle la baie devant, là, cette pièce plate, vous voyez qu'elle est reliée aux ailes, qu'il y a un petit joint, qu'il y a après le pare-brise qui vient par-dessus avec un petit finisseur comme ça en inox, encore un joint. Bon, tout ça, l'eau, elle vit, elle s'infiltre, elle va derrière, elle peut faire des dégâts. Donc, un élément toujours à contrôler va être vraiment toute cette partie-là. Et si ça boursoufle ici, voilà, faut vous dire, quand on commence à avoir des petites cloques qui viennent en dessous du truc chromé, il faut se dire qu'en fait la petite cloque elle continue derrière cette baguette et qu'elle a commencé plus loin derrière, parce qu'en général elle commence parce que l'eau passe derrière le joint de pare-brise et revient en dessous et finit par arriver à remplir la tôle par en dessous. Donc moins problématique sur les speeders que sur les coupés, tout ça, qui ont vécu plus dehors, mais à surveiller quand même. C'est lié à beaucoup de voitures anciennes, mais dans ces cas-là, Alexandre, il faut enlever le pare-brise si un carrossier veut bien tout refaire, ou c'est juste les finisseurs, un truc? Non, alors voilà, effectivement, c'est une très bonne question, mais si vous voulez un jour faire refaire les petites boursouflures comme ça sur votre voiture, quelle qu'elle soit, il est évident qu'il faut enlever le pare-brise, il faut enlever le joint. Quand on enlève un joint de pare-brise, surtout sur une voiture déjà qui a cet âge-là, avant de l'enlever, il faut en commander un neuf et vérifier qu'il est disponible. En général, oui. Voilà. Et après, c'est collé, hein, c'est ça? Hein. Non, alors là, c'est encore du pare-brise qui est emboîté en force dans le joint. Là, on est vraiment sur de la tradition. On fait ça avec un fil, c'est ça? Et alors, effectivement, alors pour l'enlever, souvent, on le découpe au cutter parce qu'on sait qu'on va mettre un joint neuf. Et après, par contre, quand on le repose, on mouille et on savonne beaucoup le joint pour qu'il glisse plus facilement, pour l'appliquer bien et emboîter le pare-brise. C'est très manuel, c'est un savoir-faire. C'est très manuel, voilà. Il faut avoir un coup de main, parce que si tout ça, c'est pas un truc qu'on fait soi-même, c'est un vrai métier. Voilà. Tu fermes les yeux. Toujours bien enlever tout ça pour aller attaquer la rouille qui peut se mettre en dessous dans les parties qu'on ne voit pas et vraiment refaire bien tout ce qui peut être abîmé. Et sur le même sujet, les pare-brises, on les trouve, ça? Oui. Ça va, si on casse, ça va. Voilà. Okay. Bon, un autre indicateur aussi, c'est une voiture qui a des découpes latérales assez marquées. Hein, il y a 2 coups de gouge ici. Donc, l'alignement va être évidemment primordial. Le fait, comme toujours, d'avoir une portière qui ferme très bien du premier coup, très important, et de ne pas avoir de jeu ici et d'affleurement bizarre, parce que si la porte a déjà été déformée, réparée, elle sera très difficilement alignée et parfaite dans les 2 axes. La porte dit beaucoup de choses, d'autant plus que c'est une voiture qui n'est pas très rigide, parce que bon, malgré tout, c'est un coupé qui n'a pas de toit, elle n'est pas très renforcée au niveau de sa structure, donc si elle a subi le moindre choc ou déformation, en général, elle s'en souvient. Donc, il faut vraiment que tout ça soit propre, soit bien aligné, voilà. Je dis une bêtise, ou les poignées, c'est toujours les mêmes, c'est tellement charmant? C'est la poignée créée par Pininfarina qui a accompagné plein de voitures. Voilà. On a trouvé cette poignée sur les Fiat, on a trouvé sur les Ferrari. Enfin voilà, moi je l'appelle la poignée Pininfarina parce qu'effectivement c'est la signature de Pininfarina sur beaucoup de modèles. Ça fait le cachet de la voiture, hein.
Ça fait le cachet de la voiture, de même que les petits déflecteurs qui sont restés toujours les mêmes depuis l'origine. J'ai pas osé tout à l'heure. Je suis pas gaucher, donc voilà. Mais donc ça, c'est mignon, ça sert à faire rentrer de l'air quand on roule. Donc voilà un petit peu les points extérieurs à suivre. Les feux arrière s'abîment et se craquent, mais comme beaucoup de feux en plastique en vieillissant. Et puis ils changent de couleur. Alors c'est moins flagrant, mais ça dépend des voitures. Mais en fait, vous voyez la partie claire ici, elle a toujours tendance à vieillir différemment et elle se décolore. D'ailleurs, peut-être sur cette voiture, il y a un phare qui n'est pas de la même génération que l'autre parce qu'il y a une petite différence légère. Quand on les voit de derrière, tu en as toujours un plus clair que l'autre. Voilà. Enfin, je connais ça et on en dit toujours flûte. Donc voilà. Alors après, je ne sais pas si c'est dispo encore en neuf. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Bon, sinon, si on est maniaque, on peut les changer. Il y a un grand coffre ou pas? J'ai jamais regardé là. Le coffre est plutôt pas mal. On est là, je vois la taille tout d'un coup. Le coffre est plutôt pas mal. On peut partir en week-end à deux, quoi. Non, c'est tout à fait correct. Il y a un coffre qui est relativement bien, d'autant plus que on a au fond une vraie roue de secours, hein, donc on a de la place, on a une vraie roue au fond, voilà. Donc c'est tout à fait possible de mettre des bagages et de partir à deux, ça va. Et puis on a la capote la capote est pliée là-dessous, c'est-à-dire que la capote n'empiète pas du tout sur le coffre et on a une petite plage arrière avec un peu d'espace de rangement en plus où on peut mettre encore des sacs et des affaires. C'est une voiture assez logeable et assez spacieuse en fait. Oui, on va peut-être parler un peu de mécanique. Alors, est-ce qu'on a le moteur traditionnel Alfa au-delà de l'injection? Voilà. C'est toujours le même ou... C'est toujours l'éternel double arbre, le bialbero. Donc avec notre couvre-culasse où on voit bien qu'il y a un arbre à câble de chaque côté, voilà. Alors avec le temps, il y a des petites choses qui ont changé. Par exemple, sur les anciens, il n'y a pas ce gravage Alfa Romeo en gros. Sur les anciens, le bouchon d'huile n'est pas au même endroit, etc. Bon, je dirais qu'une chose à regarder quand même, c'est que la plupart ont été vendus en 2 litres, mais même sur les 4e séries, il existait toujours à 1,6 litre. Surtout pour le marché italien, voilà, qui est plus rare d'ailleurs, bon, qui est une très bonne voiture aussi. En général, ces voitures ont gardé leur moteur d'origine, on est sur les voitures des années 90, etc. Mais ce que vous allez voir à l'image et que j'explique toujours, c'est que ces moteurs sont tellement interchangeables du 1,3 litre au 1,6 litre, au 1750 ou au 2000, que vous avez des symboles sur la culasse et plus bas sur le bloc, qui étaient autrefois des petits ronds, des petits carrés, des petits triangles, etc., qui vous donnent la cylindrée. Et sur la génération moderne, c'est marqué 2.0, ce qui veut dire que c'est vraiment un 2 litres. Voilà. Bon, il y a peu de chances que vous ayez un 1,6 litre à l'intérieur si c'est un 2 litres, parce que le 1,6 litre n'avait pas l'injection. Mais sur les Alpha plus anciennes, il faut vraiment contrôler ce qu'on a comme bloc moteur et comme culasse, parce que les moteurs sont tellement interchangeables qu'on peut se retrouver à acheter une 1600, mais avec un moteur de 2 litres. Enfin bon, vous savez que derrière, ça peut poser des problèmes pour les assurances, par exemple. Parfois, c'est même pas de la même malhonnêteté, le propriétaire ne le sait pas. Parfois, personne ne le sait parce que ça a été fait il y a 20 ans, parce que le moteur a été changé, et puis voilà. Et toi qui les connais par cœur, ces moteurs, parce que voilà, au-delà de l'authenticité, c'est quoi les points à vérifier quand on voit une? D'abord, c'est des moteurs fiables. Alors, c'est probablement dans les moteurs de cette époque-là, des moteurs qui avaient la plus belle durabilité, parce que bon... tous les gens qui les connaissent vous diront un moteur bien entretenu, bien conduit, il fait 180, 200 000 km, ce qui est exceptionnel pour un moteur de conception du début des années 60, début des années 60. Dans le bien conduit, bien entretenu, c'est un moteur tout aluminium, donc ce qui était rare aussi à l'époque, aussi bien le bloc en bas que la culasse en haut. Donc du coup, il chauffe de façon homogène. Par contre, comme tout moteur aluminium, faut être progressif sur le temps de chauffe. Donc voilà, bien sûr, on ne va pas pousser les rapports à froid, etc. Ça, c'est super, super important. Ça ne dépasse pas 3000 tours, quoi. Ouais, 3000, 3500 tours, voilà, pendant 15 minutes environ, le temps que la voiture chauffe bien. Après, c'est un moteur qui a une distribution par chaîne, donc là aussi, il n'y a pas d'histoire de courroie, distribution qui peut casser à changer, tout ça. C'est une chaîne de distribution qui est plutôt costaud, donc là aussi, avant des gros kilométrages, il n'y a pas trop de soucis, voilà. Et puis, c'est un moteur qui est déjà très moderne, parce que bon, là, il n'est pas démonté, mais il n'y a pas de réglage de culbuteur à faire pour
les soupapes. C'est déjà un réglage moderne qui se fait avec des pastilles et ça se fait très peu souvent, c'est-à-dire que bon, en gros, ça se fait peut-être une fois ou deux dans la vie de la voiture. Ces moteurs se dérèglent pas et il n'y a pas tous les 10 000 km d'enlever le couvre-culasse, de régler les culbuteurs comme sur les voitures anglaises, etc. Donc c'est un moteur qui était très moderne pour l'époque, mais je dirais qu'en fait, même dans les années 90, les moteurs des années 90 étaient toujours faits à peu près pareil, c'est-à-dire que les moteurs des années 90 sont presque tous devenus des double arbres à cam, même dans les voitures plus populaires. Bon, ils avaient une injection, eux, ils avaient des carbus, ils ont mis une injection moderne, voilà. Ils avaient plus de culbuteurs, bah, eux, ils en avaient déjà plus depuis 1963 et ainsi de suite. Donc, en fait, la modernité du moteur et sa qualité, c'est presque une assurance vie. Bon, une fois qu'on a dit ça, les choses à observer sont plutôt du domaine du périphérique. Comme souvent, c'est-à-dire que il faut pas confondre la fiabilité et l'usure normale. Souvent, les gens vont dire « Ah, telle voiture est pas fiable, je suis tombé en panne, par exemple, d'alternateur. » Oui, mais un alternateur, c'est ce qui fait le courant électrique sur la voiture. Un alternateur, il dure rarement 30 ans ou 40 ans, sauf si la voiture a très peu de kilomètres. Voilà, bon, ça c'est une voiture qui a à peine 50 000 kilomètres, elle a son alternateur d'origine, il va sans doute fonctionner encore un certain temps. Mais je veux dire, sinon, un alternateur, effectivement, bah, ça fait partie des choses qu'on doit changer en préventif, même si on mesure le courant électrique et qu'on se rend compte qu'il n'est pas très régulier, par exemple. Toutes les pièces, on trouve faciles? On trouve toutes les pièces bien du fait que voilà, l'essentiel des choses sont de génération en génération les mêmes, voilà, que la partie injection, tout ça, c'est du Bosch et c'est partagé avec d'autres voitures. Donc petit focus ici, par exemple, sur le débitmètre. Le débitmètre ici, c'est ce qui va mesurer la quantité d'air qui arrive dans le moteur et c'est ce qui va permettre au calculateur moteur de faire vraiment le bon mélange air-essence et la précision du mélange. Faut savoir que ce débitmètre, quand vous accélérez, en fait, il a un petit potentiomètre qui va, par un courant électrique, dire au calculateur moteur, je suis à mi-pédale d'accélérateur ou je suis à fond. Alors, si la voiture accélère pas de façon progressive et régulière et si à certains régimes, elle accélère mal, c'est souvent qu'en fait, lui, là, il a une piste électrique, c'est jamais qu'une aiguille qui se balade sur une petite piste pour faire le courant électrique, qui est usée. Il y a des sociétés qui refont ces débitmètres aujourd'hui très bien. On a le même problème sur des tas d'autres voitures qui ont la même unité. Voilà. C'est un peu le seul souci d'usure qu'on peut avoir sur ce type d'injection. Les injecteurs sont très fiables, ils durent longtemps. Voilà. C'est rare, là. Quelle belle carte de visite. Là, on est sur du matériel allemand, je dirais, très standard pour l'époque, voilà, et on est sur un moteur italien qui était peut-être ce que l'Italie savait faire de mieux à l'époque. Donc, on n'a pas de souci majeur sur ces autos-là. On a vérifié en dessous, comme sur toutes les Alpha, un arbre de transmission assez long puisqu'il va aux roues arrière, hein, c'est une propulsion, et on le verra en image, ce qu'on appelle les flecteurs de transmission. En gros, c'est des disques qui permettent de faire la liaison entre les deux morceaux de l'arbre de transmission et le pont arrière, et qui font à la fois la tenue de l'arbre et la souplesse pour les vibrations. C'est une pièce d'usure, ça se casse avec le temps. Je vais en montrer un, mais il n'est pas d'Alpha. Voilà, bon, ça c'est un très gros flecteur parce que c'est un flecteur de Mercedes comme celle qui est derrière de V8. Mais donc avec le temps, ça se craque. Ça se craque un flecteur et donc là c'est boulonné et votre arbre il tourne à la vitesse où roule la voiture, hein, donc il tourne vite. Et si ça finit par se casser, eh ben on se retrouve avec une transmission qui va dans le vide, ce qui est très dangereux. Donc un flecteur de transmission à inspecter. S'il y a la moindre petite début de fissure, on remplace. Défoncé, hein. Celui-là, c'est celui de mon ancienne 560, il a 220 000 km. Ce qui est pas mal. Hein. Tu le dédicaces. Oui, je le garde en souvenir. Je le garde en souvenir, voilà. Non, mais bon, c'est toujours intéressant. Il faut que je garde des pièces de temps en temps pour vous les montrer. C'est toujours intéressant, voilà. Donc ça, bon, sur toutes les Alpha, il y a des flecteurs, puisque c'est pas le cas des voitures anglaises, par exemple, où c'est des joints homocinétiques. Mais là-dessus, c'est des pièces d'usure à remplacer. C'est pareil. En général, on les remplace une fois dans la vie de la voiture. Je sais que bon, on va pas décapoter, c'est toujours un peu de temps, mais c'est difficile, c'est rapide, c'est pas aussi rapide qu'une MX-5, j'imagine. Non, c'est très facile. Si, va de l'autre côté. D'habitude, voilà. C'est très simple. Donc déjà, on soulève par l'avant le cache-capote, puis il y a un petit crochet qui est emboîté. Tu soulèves délicatement,
tout va venir. Voilà, c'est tout. Après, regarde, il y a les passes ceinture. Faut pas arracher d'un coup. Et après, tu mets ta main à l'arrière pour pas frotter la carrosserie. Voilà, et détacher ça. Je le prends, je l'ai. Voilà, donc là, on a enlevé ça. Parce que ça, j'imagine, c'est un point d'inspection, la capote. Parce que c'est quand même un petit billet s'il faut la refaire. Et là, la capote, on la soulève toujours à deux, c'est mieux pour l'articulation. Voilà. Voilà. Attends, il faut, hop, généralement. Et on va faire ça, voilà. On va juste le poser. On va le poser. Après, le verrouillage est très facile, voilà. La capote, effectivement, c'est toujours un point d'inspection. D'ailleurs, là, on l'a laissé plier pour la présentation, mais moi, je les laisse jamais plier comme ça très longtemps. Toujours dans votre parc. Parce qu'après, vous voyez, c'est inévitable. Plus on la laisse plier, si on la laisse plier pendant des mois, on a des marques, etc. qui se forment. Voilà. Donc, évidemment, il faut qu'elles soient en bon état. Elles sont fabriquées aujourd'hui, il y a des entreprises de sellerie qui les vendent par correspondance. Oui, mais enfin, savoir la mettre. Alors, bon, voilà, à changer soi-même, c'est un petit travail, mais je veux dire, bon, la capote complète coûte autour de 800 €. Bon, voilà, si on doit la changer. On la fait poser. Et après, il faut compter de la pose. Et puis, voilà, quelqu'un qui est qualifié, il va peut-être quand même y passer 5 ou 6 heures encore. Donc, on va se dire qu'on va peut-être rajouter encore 400, 500 €. Oui, ça peut vite coûter 1200, 1300. Oui, allez, on va se dire au moins 1500 €. Donc, effectivement, bon, c'est pas une énorme affaire de refaire une capote. Et puis, toujours bien plier, les petits conseils. Là, je n'ose pas, ça bloque. Là. Si, c'est bon. C'est parce qu'il faut rabattre. Et toi, tu as le coup de voilà. main, toi. Bon, on a un petit saut de vent qui est, je ne sais pas s'il était en série ou pas. J'imagine pas. Moi, j'en ai vu d'autres qui ne l'avaient pas, donc voilà, mais on a un petit saut de vent sur celle-là, c'est pas inutile. Et le système est très simple. Le couvre-capote est pas difficile à mettre en place, mais par contre, on a des crochets métalliques qui font qu'on a vite fait de rayer la carrosserie. J'aime pas du tout personnellement le système là qu'a fait Pininfarina, qui est très joli, qui est très plat. Mais en fait, c'est vrai que quand on va mettre cette partie-là, on arrive ici, donc le crochet d'arrimage ici, c'est du métal sur peinture. Si on se loupe, eh ben, on a vite fait de rayer autour. Et là, il faut vraiment aussi être à deux pour le tendre et l'accrocher. Après, la partie intérieure, je dirais que la partie intérieure, en fait, sur ces voitures-là, ce qui vieillit très mal en général, c'est la sellerie. Parce que donc on est sur une sellerie Sky et Alcantara ou type Alcantara. Et bon, là on est sur une version noire qui est assez rare parce que la plupart sont beige et le noir n'est venu au catalogue que tardivement et pas sur tous les pays. Ça vieillit plutôt mieux que le beige, qui est très salissant. Tu me dis le beige était beaucoup plus courant, ce qui est l'inverse. Ils l'ont vendu qu'en beige. Au début, elle était disponible qu'en beige. Voilà. Par contre, l'Alcantara, avec le temps, devient boulocheux, tout ça. Alors, quand il est propre comme ça, c'est encore très bien, mais bon, souvent, c'est moins bien. On peut trouver des coiffes de siège complètes refabriquées avec le même truc mixte, tissu, enfin synthétique, Alcantara. Voilà, mais c'est quand même assez onéreux, c'est-à-dire c'est facilement 400 € la coiffe, donc x2, plus la pose, etc. Ou sinon, si on les refait complètement, ce qui peut être sympa, c'est de les refaire en cuir. Il y avait une option cuir à l'époque, mais peu de voitures l'ont. Voilà. Je précise que c'est pas le volant d'origine, qui était pas en bois malheureusement, qui était un peu plus triste. Bon là, elle a un petit volant Nardi sympathique, ça égaye un peu l'intérieur par rapport à ce qu'on connaît. Tu disais, c'est vrai que j'avais oublié, puis ça m'a rappelé des souvenirs. Tu disais, vous êtes un peu dans l'ambiance des Alpha 33, des blocs comme ça là. Qui sont éclairés en vert, là on le voit pas, mais voitures, c'est magnifique. Ça se retrouve, ça, enfin c'est fiable. Si jamais tout d'un coup on a une aiguille qui marche plus, faut faire réparer, faut tout changer, parce que c'est quand même. Non, ça se fait réparer. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a souvent dans les compteurs comme ça en vieillissant, bon, c'est l'entraînement, parce que quand on les démonte, on s'aperçoit que l'entraînement derrière, l'entraînement, c'est ce qui fait tourner par exemple les petits kilomètres et les kilomètres partiels. Donc il y a des petits engrenages qui sont en plastique. Et en fait, avec le temps, ces petits engrenages en plastique qui ont une petite graisse d'origine, ils deviennent cassants, ils perdent une dent ou deux, et du jour au lendemain, par exemple, on a les kilomètres qui tournent plus, ou le partiel, le totaliseur partiel qui tourne plus. Alors en fait, après, ça se démonte, on démonte le bloc. Si on veut pas le faire soi-même, on l'envoie dans des entreprises qui font de la réparation de compteurs. Il y en a plusieurs en France, et eux vont changer ces petites pièces, ces petits pignons d'entraînement un par un, et remettre ça bien, et c'est reparti pour 30 ans. On peut le faire soi-même, c'est pas très difficile à faire, et on trouve les pièces sur des sites spécialisés de pièces de compteurs de vitesse.
le principal problème qu'on a souvent, c'est l'entraînement. Mais quelles que soient les voitures, hein, que ce soit des Alfa, des Allemandes, des Françaises, ça ne va pas changer grand-chose. Après, il n'y a pas de technologie à l'intérieur, donc en fait, il n'y a pas grand risque de panne. Bon, on a déjà des vitres électriques. Les boutons, là, si je viens voilà. encore, mais ils sont charmants, là. On a déjà des vitres électriques, effectivement. Ça marche. Voilà. Non, mais c'est costaud souvent, tu sais, on pourrait tester ça. Non, mais ça va bien. moteurs, Bon, voilà, le chauffage, c'est des tirettes encore avec des câbles qui commandent le robinet de chauffage. Tout ça, c'est très traditionnel. L'habillage est moderne, mais derrière, c'est la même chose que sur les versions des années 70. Mais je suis surpris parce que les Alfa, les finitions ont mauvaise réputation. Là, on est un peu dans les clichés. Mais là, je trouve, enfin, en tout cas dans cet exemplaire-là, je trouve qu'elle est plutôt très bien. Il y a un truc, par exemple, qui vieillit, mais pourquoi le volet de planche de bord se déforme, le volet de boîte à gants se déforme. Tu vois, de chauffage qui passe quelque part. J'en sais rien, et toutes, mais depuis les années 60, tu vois ici, pourtant effectivement la planche est très bien conservée, ça se déforme, ça se gondole un peu, ça fait toujours un peu une vague ici, tu vois, il plaque plus en bas. Mais tout en haut, regarde, il plaque plus non plus. Donc, il y a un fournisseur qui a mis de trucs ici. Non, là, le fournisseur, il n'a pas dû respecter le cahier des charges d'époque. Bon, voilà, ça, c'est les petits. C'est pas une voiture qu'on achète pour la qualité de sa finition, mais on l'achète parce qu'elle est très facile à utiliser. Elle est très agréable. Alors, il y a quand même une signature, c'est la position du levier de vitesse. Est-ce que ça a une influence ou pas du tout? Mais c'est rare, les voitures, on a l'impression en fait, c'est fait pour ça, c'est-à-dire c'est toujours un bon test, mais quand une voiture, on peut faire ça et toucher avec le pouce et le petit doigt, on n'a qu'une main d'écart, c'est très bien parce que ça veut dire qu'en fait, on perd pas de temps à aller plus bas, plus loin, etc. Donc pour ça, Alfa avait le sens de l'ergonomie aussi, et donc c'est pour ça qu'il faisait des leviers de vitesse assez longs, parce que l'emmanchement de la boîte est quand même beaucoup plus bas et un peu plus en avant, mais grâce à ces grandes tiges de levier de vitesse, on a une super ergonomie, et c'est vrai que c'est des voitures très agréables à conduire. Il n'y a pas d'histoire de justement, quand tu parlais de tiges plus longues, de fourchettes, je ne sais pas comment on dit là, tu vois, d'engrenages qui peuvent casser, un peu fragiles. Alors non, c'est des boîtes qui sont très solides. Par contre, le défaut qu'elles ont, c'est que la synchronisation peut se fatiguer avec le temps, surtout si la boîte a été un peu brutalisée à froid. La synchronisation, c'est ce qui fait que la boîte n'accroche pas. Alors le test à faire, c'est toujours de passer de troisième, de rétrograder en seconde, et même des fois de première en seconde. Et c'est souvent la seconde qui s'use en premier, parce qu'elle est la vitesse la plus utilisée sur une voiture. Donc si, même en bien débrayé, crac, ça accroche en faisant 3-2, ça veut dire que les bagues de synchronisation sont usées, ça suppose d'ouvrir la boîte et de remplacer ces bagues de synchronisation. C'est une opération un peu onéreuse. On peut vivre avec, mais c'est pas très agréable. Si par contre ça accroche pas du tout et qu'on conduit bien la voiture, ça ira au bout du monde et ça n'accrochera pas. Donc ça, c'est typique des boîtes Alfa. Mais c'est une boîte 5 vitesses, ce qui était rare dans les années 60. Bon, dans les années 90, évidemment, c'était standard. Et c'est une boîte qui est très bien faite, qui a des rapports bien étagés. Donc, ça participe beaucoup au plaisir de conduite de la voiture, la boîte de vitesse. On n'a même pas parlé de la puissance du moteur, justement. Oui, alors c'est assez raisonnable par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que ça faisait 124, 125 chevaux en injection. D'ailleurs, un peu moins puissant. En carburateur, il faisait 130 chevaux avant. Voilà. Par contre, l'injection lui apporte beaucoup plus de couple encore à bas régime. Il a presque une courbe de coupe plate. Donc, c'est un moteur, on fait 1, 2, 3, on roule tout de suite en quatrième, même à 30-40 km/h. Et des fois, on arrive sur un rond-point, on oublie de rétrograder, on ne se rend pas compte, en fait, tellement le moteur est souple. C'est plus une voiture de balade qu'une voiture pour attaquer Alors voilà, le moteur est dynamique. Par contre, le châssis n'est pas dynamique, surtout dans les versions speeder, du fait que la carrosserie manque de rigidité. Et si on conduit de la voiture de façon un peu dynamique, on sent qu'effectivement, elle se tortille un petit peu. On a aussi beaucoup de remontées, de bruit, tout ça. Enfin, donc c'est une voiture qui est bien motorisée, mais qui est plus tranquille. Évidemment, quand on passe à des Mazda MX-5 derrière, toutes modernes, très rigides, etc., il y a un fossé, il y a un monde. Mais si on la remet dans le cadre d'une voiture du milieu des années 60, c'était plutôt bien en fait, parce que si par exemple si on compare à une MGB qui est de la même époque, la MGB était très jolie, les mêmes dimensions, etc. Mais la MGB, ça a moins de moteur, ça a une boîte 4, ça a des freins à tambour à l'arrière. Enfin, donc là, il y a 4 disques, il y a une boîte 5. C'est une voiture qui chauffe pas, qui freine, qui a une boîte 5 bien étagée, qui a un moteur tout en aluminium. En fait, on en a beaucoup pour son argent. Mais même aujourd'hui, finalement,
vraiment, en collection, elles vous en donnent beaucoup, en fait. Tu parlais d'argent, c'est quoi les tickets entre le plus bas, côte basse, côte hausse? Alors, ça commence pour une voiture un peu défraîchie, mais pas trop malsaine, à 15, 16, 17 000 euros, mais ça commence à être difficile à trouver à ce prix-là, voilà. Après, dans la zone des 20, 25 000, on a des voitures qui sont nettement mieux. Et après, quand on veut une voiture assez parfaite comme celle-là, qui a bien survécu, qui a pas trop de kilomètres, qui est encore très propre, on s'approche des 30 000 euros. Dis donc, il y a 15 ans, ça valait pas ça, hein. Ça aussi, ça a beaucoup pris. Oui, ça valait largement la moitié, ou voilà. Oui, ça commence à prendre un petit peu, ouais. Si je te suis, ça, c'est la voiture parfaite pour débuter en collection. Ça, oui, c'est vraiment, Facile, sympa. c'est vraiment effectivement une voiture pour débuter en collection. Il n'y a pas trop de risques parce que les pièces, les choses à faire dessus ne sont jamais très très chères. Et puis en plus, c'est une voiture qui perdra pas de valeur, donc logiquement, on est couvert, quoi. C'est-à-dire que bon, on peut l'acheter, la garder 4-5 ans, la revendre au mieux le même prix. Peut-être, je sais pas ce qui se passera dans 4-5 ans, elle aura continué de monter. Je pense qu'elle aura continué de grappiller un petit peu de prix parce qu'en fait, les Alphas, ça monte lentement mais sûrement, hein. C'est pas des voitures de spéculateurs, c'est des voitures de passionnés. Tous les alphistes, déjà, il y a un point commun. Bon, il y a des tas de gens sympas sur Terre, mais j'ai jamais rencontré d'alphistes antipathiques. Non, mais c'est vrai, je leur fais un petit coucou à tous les alphistes, mais c'est vrai que globalement, voilà. Bon, il y a ce côté sympathique, parce qu'en fait, c'est pas une voiture. On pourrait se dire que c'est une voiture frime parce qu'elle est rouge, tout ça, mais c'est une voiture frime, mais c'est pas une voiture de frimeur, tu vois. Il y a une petite nuance, voilà. Et en plus, on accepte les défauts, la finition, les petits plastiques qui sont pas terribles, tout ça. On vit avec, en fait. Voilà, il y a ce côté-là. Allez, dernière question. Si tu dois choisir une des 4 générations dans les speeders, tu prends quoi? Alors, bon, je pense qu'objectivement, je prendrais quand même une deuxième série, une Koda Tronca 2 litres carburateur, parce que j'aime mieux l'environnement intérieur, voilà, surtout pour cette raison-là, qui est vraiment années 70, qui correspond plus à ma génération. Après, je pense que si vraiment j'avais les moyens de le faire, je lui ferais greffer, ça doit pouvoir se faire, la direction assistée d'une série 4. Juste ça. Bon, les carburateurs, j'y toucherai pas parce que c'est très bien, mais juste ça, parce que ça, c'est vraiment un truc qui va très très bien dans la voiture. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Alexandre. Je crois que tu vas donner envie à beaucoup de petits observateurs ou petites observatrices de sauter le pas. Allez, tous en alpha. Ouais. Merci à TEA Red qui nous soutient, les assurances de voitures de prestige, de collection, là, qui sont vraiment des amis. Et puis, on se retrouve pour d'autres Que faut-il savoir. Je rappelle que toutes les voitures que vous voyez derrière, on les a traitées et qu'elles sont diffusées sur la chaîne POA YouTube. Donc, abonnez-vous, boostez la chaîne. Et puis, on se retrouve pour d'autres Que faut-il savoir avant d'acheter. Ciao. À bientôt.